seminario que a su vez dio origen a una red incipiente que estamos empezando a armar de investigadores Francia-México concentrados específicamente en los temas de política educativa. Hay muchísima investigación sobre educación desde el punto de vista pedagógico, psicológico, sociológico, económico, pero hay relativamente poca investigación sobre los asuntos que tienen que ver con la toma de decisiones en materia de educación, en la forma en la que se gobiernan, se estructuran y se organizan los sistemas educativos. Entonces nos hemos dado a la tarea de identificar a aquellas personas en Francia y en México que estamos interesados en estos temas y tender puentes. En esta ocasión estaremos hablando de un tema de enorme relevancia para México, pero no solo para México, es un tema también muy importante en Francia y en muchos otros países. En el caso de México, estamos viviendo un momento especialmente importante en relación a esta temática que tendría que ver en términos amplios con cómo amplías acceso y al mismo tiempo aseguras niveles altos de calidad y aseguras también que se reduzca la desigualdad, no solo en el acceso, sino en el acceso a educación de calidad dentro de la propia educación superior, porque muchas veces ocurre, y ese va a ser uno de los puntos a tratar en la mesa ya propiamente, pero para darles una probadita, una de las cosas que ya sabemos que ha ocurrido en México y que ocurre en muchos otros países cuando amplías mucho la matrícula de educación superior para cualquier nivel educativo, suele ocurrir que esto te produce dos fenómenos, o puede producirte dos fenómenos: una caída de la calidad y por otro lado un proceso de segmentación de instituciones, digamos, que son las que tienen los mayores niveles de calidad y que siguen concentrando a los estudiantes que vienen de los medios más favorecidos en términos socioeconómicos, y van luego agregándole escalones hacia abajo de instituciones que van dándole acceso y servicio a poblaciones menos favorecidas, pero que desafortunadamente muchas veces ocurre que estas instituciones que amplías para democratizar acceso son las que por ahí tienen algunas deficiencias fuertes en la parte de calidad. Ese tipo de cosas son las que vamos a estar analizando, y a mí me parece especialmente importante en este ejercicio que, por cierto, los académicos creo que más o menos inauguramos junto con los comerciantes, que es los de juntarnos con otros estudiosos de otros países desde hace siglos. Es algo que hacemos, es aprender. ¿Qué cosas podemos aprender de lo que están haciendo en Francia, de cómo se están planteando los problemas, de qué tipo de preguntas se hacen que por ahí nosotros ni siquiera nos estamos haciendo, y viceversa, que también desde Francia puedan darse cuenta de cómo quizá hemos encontrado algún mecanismo que permite conciliar algunas de las tensiones entre calidad y ampliación de acceso, entre calidad e igualdad, mayor igualdad. De eso se trata este seminario. Agradezco de nuevo enormemente a la Secretaría de Educación Pública, al Muframex en su conjunto, a Philippe, que ha sido un entusiasta, y de hecho pues mucho de esto surgió aquí cerquita en unas conversaciones extraordinarias que tuvimos hace ya algún tiempo, y a Carlos Iván, porque me da muchísimo gusto que la Universidad de Guadalajara esté junto con el CIDE, con la Universidad Federal de Toulouse, involucrados en este esfuerzo. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra ahora al doctor Carlos Iván Moreno, coordinador general académico de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, saludo a mis colegas de la mesa, a Edith Bernaldez, a Blanca Heredia, a Philippe Rambaud, Marisol. Reciban también, por favor, un cálido saludo de nuestro rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, que bueno, también dicho sea de paso, la Muframex cumple 15 años y estamos de fiesta. También la Universidad de Guadalajara está de fiesta porque celebra los 25 años este mes de la creación de la red universitaria. Entonces también estamos de
de plácemes en esta innovación organizacional y de gobernanza que se impulsó hace 25 años y ha dado, creemos, buenos resultados. Quiero, en primer lugar, agradecer a la SEP, a su Dirección de Relaciones Internacionales, al PIPE, CIDE y a la Casa Franco-Mexicana, por supuesto, por la invitación a la Universidad de Guadalajara a ser parte de este seminario internacional, segundo seminario internacional sobre calidad y desigualdad en educación superior, sin duda un tema fundamental en nuestros tiempos, no solo en México, sino en América Latina y a nivel mundial. La colaboración con Francia, como ya se mencionó, para la Universidad de Guadalajara es fundamental. Francia es de los 3 países con los que más copublicaciones científicas y más investigaciones se llevan a cabo. Como te dijo, también a nivel nacional, en la UDG compartimos esta buena noticia y cada vez más investigadores y profesores tienen estas cotutelas de tesis y por supuesto que avanzamos también en el tema que ya se mencionó también de los dobles grados. Bueno, la temática de este segundo seminario, como ya mencioné, es fundamental y mencionaré dos retos que nos parecen desde la Universidad de Guadalajara clave en esta materia. Como ustedes saben, en México tenemos un 39% de cobertura en educación superior. Se ha avanzado mucho en los últimos 40 años en esa materia. La meta que ha establecido el presidente de la República es de lograr el 50%, lo cual aproximadamente implica 1.100.000 estudiantes más en las aulas, 200.000 por año aproximadamente. Se dan cuenta del tamaño del desafío, como ya lo mencionó la doctora Blanca Heredia. No solamente es el acceso, sino la calidad, la pertinencia, la relevancia. El rector general, doctor Ricardo Villanueva, ha mencionado enfáticamente que tiene razón, que la genuina calidad educativa y el genuino acceso y equidad se da cuando los estudiantes de bajos recursos tienen la oportunidad de acceder a universidades de alto nivel y de investigación. Entonces, ese es un gran reto. Desde este fabuloso salón iberoamericano, el doctor Rodolfo Tirán hace algunos años presentó unas estadísticas que me parecen muy contundentes, que solamente el 20% de los estudiantes, de las familias, en los quintiles, en el primer y segundo quintil de ingresos, tienen acceso a la educación superior, solo el 20%, mientras que del quintil 4 y 5 es el 90% de probabilidades de ingresar a la educación superior. De ese tamaño también es el reto. Un estudiante con bajo nivel sociocultural, económico, es un estudiante distinto, es un estudiante que en las universidades no podemos tratar de manera homogénea como un estudiante de clase media alta, lo cual tiene un reto mayúsculo, porque mientras más estudiantes ingresen a las aulas de los primeros quintiles de ingreso, que es lo deseable, distintos enfoques, distintos programas, distintas intervenciones tenemos las universidades que desarrollar, que llevar a cabo para garantizar su éxito en su trayecto académico. Y con esto cierro, se vuelve muy complicado, mucho más complejo cuando pues, nuestro país tiene una recaudación fiscal de apenas el 14% del Producto Interno Bruto, que difícilmente con márgenes tan bajos podemos invertir lo que se requiere en educación superior y en básica. Francia, por el contrario, tiene un 45% de recaudación de su Producto Interno Bruto y aún así tienen ya algunos problemas de financiamiento de sus universidades. Entonces compartimos retos. Desde la Universidad de Guadalajara pues nos hemos sumado a la política nacional y estamos totalmente dispuestos a contribuir con la SEP en abonar y seguir incrementando la matrícula con calidad y con pertinencia. Muchísimas gracias, sean todas ustedes bienvenidos a este seminario y auguro que sea todo un éxito estos 2 días. Muy buena tarde. Bueno, para cerrar esta
Quisiera comenzar agradeciendo enormemente a la CEP por abrir las puertas de este hermoso salón, permitirnos realizar aquí no solamente la celebración de los 15 años MUFRAMEX, sino también la inauguración del seminario sobre política educativa. Quisiera también agradecerle el apoyo que ha dado siempre a la MUFRAMEX en estos 15 años y a título personal por haber confiado en mí, darme la confianza para representarlos como secretaria ejecutiva en el seno de la MUFRAMEX estos últimos años. Este trabajo me ha permitido mostrar un poco el amor y contribuir al amor que le tengo a Francia y a México, y lo realizo con enorme placer y compromiso. El día de hoy inauguramos este seminario sobre calidad y desigualdad en la educación media superior, estudios comparados Francia-México, el cual incluye un interés al que le he dedicado 2 años de mi carrera, que es el diseño de análisis y evaluación de las políticas educativas, y es también un tema que nos une a los 4 investigadores que nos encontramos en la mesa dentro de nuestras carreras, además de los puestos administrativos que ocupamos. Realizamos el diseño, análisis y evaluación de políticas educativas. En este sentido, le agradezco al PIPECIDE, a la Universidad de Toulouse, a Sciences Po Toulouse, que nos encuentra representada desafortunadamente el día de hoy, pero fuimos nosotros quienes iniciamos desde la MUFRAMEX este proyecto hace un año, y al que se suma en esta ocasión la UDG, y que le agradezco mucho que nos esté acompañando el día de hoy junto con sus 4 investigadores que se suman el día de hoy a la red de investigadores franco-mexicana. Este seminario responde a la primera de las 3 misiones de la MUFRAMEX, que es promover redes temáticas y proyectos de investigación conjuntos entre Francia y México. Las otras 2 misiones de la MUFRAMEX es aconsejar y acompañar a nuestros socios en sus proyectos de internacionalización. En el marco de esta misión se encuentra, por ejemplo, la creación de las 3 oficinas de internacionalización. Contamos con la oficina, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara, ya se mencionó a la UAM y a la Universidad Autónoma de Nuevo León. La tercera misión es elaborar instrumentos de apoyo y de reflexión en torno a la cooperación universitaria y científica bilateral. En este aspecto, reducir las desigualdades en el acceso de la educación y la permanencia de los estudiantes son tareas que se encuentran en el centro tanto de reformas en Francia como en México, y esta es la razón por la que el año pasado, durante nuestro primer seminario, elegimos este tema para el segundo. Durante este seminario se llevará a cabo también la elección del tema que será para el siguiente año, la reunión del seminario del siguiente año. Ambos países, tanto Francia y México, lo veremos el día de hoy, han implementado programas y proyectos que buscan mejorar el acceso, la permanencia y la calidad de la educación en ambas naciones. Y quisiéramos recordar y analizar cuáles de estas prácticas se pueden poner en marcha en los países, sobre todo no desde una visión de México aprende de Francia, sino desde un punto de vista mucho más horizontal. Durante mi labor en la MUFRAMEX, en la Universidad de Toulouse, me doy cuenta de los retos que enfrenta también Francia a nivel de educación superior, y creo que México también puede aportar conocimiento y soluciones interesantes. El conjunto de investigadores que el día de hoy van a presentar sus ponencias, creo que ayudarán también a dar cierta guía para ambas naciones, para mejorar y sobrepasar los retos que se enfrentan allí. Mantener un sistema educativo eficiente, inclusivo y de altísima calidad no es fácil, y es necesario buscar soluciones más allá de nuestros horizontes y de lo que vemos, y creo que ese es el principio de la educación comparada internacional: conocer qué es lo que se
hace en otros países para poder luego traer y adaptarlo sobre todo al contexto, no implementarlo de una manera como una etiqueta que se pega, sino adaptarlo al contexto en el que se encuentra la situación económica, política y cultural de la nación que lo acepta. Hay reformas como Parcoursup, Cordée de la Réussite, que son reformas que ahora nos van a presentar tanto el profesor Rambaud, Frédéric Forest con su conferencia magistral, y que pueden aportar soluciones para la reforma que actualmente lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública. La educación es un tema de suma importancia para México y Francia, y nuestra labor conjunta así lo demuestran. Hemos avanzado en esta materia, hemos incrementado nuestras publicaciones conjuntas, la colaboración científica, los intercambios, las instancias de investigación, pero nuestra colaboración debe seguir y fortalecerse, y este seminario y esta red que se creó junto con el seminario, que a la fecha cuenta con 34 investigadores, deben de seguir creciendo. Hemos ya en nuestra reunión de consejo explorado posibilidades para rendir frutos y ver cómo esta colaboración puede directamente beneficiar a ambos sistemas educativos, y creemos que muy pronto podremos empezar a compartir resultados tangibles de estos seminarios. Les agradezco su presencia, sean bienvenidos, y espero estas sesiones enriquezcan el debate sobre la política educativa. Muchas gracias. Le cedo finalmente la palabra al doctor Philippe Rambaud, el rector de la Universidad de Toulouse. Merci beaucoup Marisol. Je suis moi aussi extrêmement heureux d'être présent aujourd'hui pour cette deuxième session du séminaire relatif aux politiques publiques et éducatives. Nous avions eu cette idée il y a effectivement un petit peu plus de 2 ans, avec des premiers échanges avec Marisol et avec Blanca, et immédiatement nous avons perçu tout l'intérêt qu'il y aurait à effectivement pouvoir permettre à des chercheurs des 2 pays qui sont des spécialistes des questions éducatives de pouvoir croiser leur regard finalement sur ce que sont ces politiques. Et donc je tiens vraiment à remercier très chaleureusement la CEP, qui a tout de suite marqué son accord pour soutenir ce séminaire, le CIDE, Blanca, qui a effectivement tout de suite aussi connu ce même enthousiasme. Je suis très heureux qu'on soit aujourd'hui rejoint par l'Université de Guadalajara, et je remercie Carlos de permettre justement cette nouvelle coopération. Et puis, c'est vrai que Sciences Po n'est pas complètement représenté, même si un petit peu quand même, puisque je suis professeur à Sciences Po. Et donc, c'est aussi à ce titre-là que j'avais le souhait de pouvoir développer cette collaboration pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, je crois que ce séminaire, ces séries de séminaires, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres, sont une parfaite illustration de ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire de l'une des vocations de la Buframex, qui est de mettre en place, ou d'aider à la mise en place, initialement, de collaborations un peu structurantes, et de permettre un partage des bonnes pratiques, un regard qui permet justement d'évaluer les politiques publiques, et qui permet, nous le disions, aux 2 pays d'avoir un recul critique sur ce qu'ils font et d'avoir l'éclairage de ce que fait l'autre. Et je crois que c'est d'autant plus important que le sujet qui nous unit aujourd'hui, c'est un sujet majeur, où nous avons beaucoup à échanger, parce que nous sommes finalement confrontés aux mêmes défis. Ces défis, je voudrais juste en relever quelques-uns. Le premier, et je crois qu'il est particulièrement vrai du fait des orientations politiques qui sont celles aujourd'hui du Mexique, et il a déjà été vrai en France, mais il continue de l'être, c'est la question de la massification et donc de la démocratisation de l'enseignement. C'est un défi majeur, j'y reviendrai un peu plus tard, mais la France y a été confrontée en plusieurs étapes, et on ne peut pas dire qu'elle a complètement satisfait ce défi-là, donc il y a véritablement des choses sur lesquelles on doit pouvoir échanger. Le deuxième défi contemporain, c'est l'internationalisation. On ne peut plus aujourd'hui raisonner comme si nous étions dans un système fermé sur lui-même,
parce que justement la circulation des personnes est beaucoup plus forte et parce que les systèmes se confrontent, se frottent en quelque sorte, et qu'il y a véritablement une partie, pour l'instant limitée, de la population qui considère qu'il y a finalement une forme, j'aime pas ce terme, mais une forme de marché mondial de l'éducation. Donc je crois qu'il faut le prendre en considération. Le troisième défi qui est commun, c'est le défi de la réussite. Vous l'avez tous déjà dit, le défi de la réussite des étudiants, du bien-être des étudiants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de regarder les choses par le seul prisme de l'accès aux études. Il faut véritablement regarder la réussite. Et puis, et c'est aussi un défi majeur qui va de pair avec l'avant-dernier, c'est la question de la lutte contre les inégalités. Alors, cette question de la lutte contre les inégalités, elle se décline de plusieurs manières. C'est bien sûr les inégalités sociales, l'accès des plus défavorisés à l'éducation, leur réussite dans l'éducation, l'accès des personnes en situation de handicap, comment fait-on pour pouvoir les traiter, ou leur offrir une possibilité de réussir leurs études, de faire changer le regard sur le handicap parce qu'ils seront véritablement, on aura des institutions inclusives. Et puis aussi la lutte contre les inégalités territoriales. Ce n'est pas la même chose d'être dans une grande ville et d'être un peu éloigné dans des campagnes, et là aussi l'accès à l'éducation n'est pas le même. Et puis il y a une autre problématique, ou un point encore plus précis dans ce cadre-là que nous pouvons partager, c'est la question de l'éducation par rapport à des peuples autochtones. C'est une problématique qui existe au Mexique, elle existe également en France, c'est moins connu, mais notamment à travers les territoires d'outre-mer. Et dans une autre vie, j'ai pu conseiller le gouvernement local de Nouvelle-Calédonie pour essayer de voir comment on pouvait améliorer le niveau de réussite des populations autochtones dans des systèmes qui n'ont pas initialement été parfaitement conçus, en tout cas dans le cas de la France, qui était un système en partie colonial, et qui avait effectivement des biais pour ces populations-là. Donc là aussi, on a des choses et des expériences qui peuvent être échangées. Donc, et pour terminer, ça c'était pour dresser l'ensemble pister un petit peu l'ensemble des défis qui nous sont communs. L'année dernière, nous avions choisi de traiter un sujet d'actualité spécifiquement brûlante en France, mais aussi au Mexique, qui était la transition effectivement entre le lycée et le supérieur. À la fin de cette réunion, nous avions décidé de choisir la question de la qualité de la lutte contre les inégalités, et je crois que là encore, le choix était plutôt bon, parce que l'actualité du sujet en France est absolument majeure. Pas plus tard que la semaine dernière, ou même peut-être en début de semaine, il y a eu encore des rapports qui sont sortis sur la question des inégalités sociales dans un certain nombre de grandes écoles françaises. En France, il y a eu, vous en avez certainement entendu parler, des mouvements sociaux assez importants ces derniers mois qui pointaient notamment la remise en cause des élites et donc de la formation de ces élites. C'est tout simplement, quelque part, c'est la promesse républicaine initiale. C'est ce qui est au cœur du contrat social français qui est en partie mis en cause. Et donc, cette question-là, on ne peut la traiter qu'en l'adressant au niveau des institutions éducatives. Donc, je crois que ça montre que notre programme présente, pour le volet français en tout cas, une acuité toute particulière. Et je suis très heureux de pouvoir y participer. A la doctora Blanca Heredia, que va a retomar un poco. Una notita para... Quiero hacer notar que esto es ya casi una familia, porque dos investigadores que actualmente trabajan en dos instituciones que colaboramos en esta red, antes formaban parte del programa interdisciplinario sobre política y prácticas educativas, que la verdad, pues sí fue el primer núcleo especializado en política educativa en el país, y que se ve que ha sido una cantera, pero no solo eso, sino que además aquí está el doctor José Navarro, a quien me da un gusto enorme, después de que nos lo robó la UDG, ver aquí de nuevo. Y bueno, lo mismo es el caso de Marisol Vázquez. Entonces sí quería yo decir eso, porque aquí hay unos vínculos que nos unen y que son importantes. Quiero además hacer un agradecimiento muy especial a Cecil Sánchez, coordinadora ejecutiva de la Unidad de Investigación sobre Política Educativa en el CIDE, que realizó también un trabajo muy importante como institución anfitriona en muchos sentidos para la organización de este evento. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues con esto se cierra la inauguración del seminario y vamos a pasar a la conferencia magistral del doctor Frédéric Forest, que tal vez pasa directamente al presidio. Sí, como ustedes quieran. Sí, quieren mejor. Sí, invito al podio a pasar al... realizar una breve presentación del doctor Forest. Él es inspector general de la educación, del deporte y de la investigación del Ministerio de la Educación Nacional y de la Juventud y del Ministerio de la Educación Superior, de la Investigación y de la Innovación. Frédéric Forest ha sido subdirector de la Oficina del Interior y de las Finanzas, después subdirector de la Oficina de Empleo, Estatus, Educación Superior y Investigación, en la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Finanzas. Fue director de Recursos Humanos y subdirector general de la Universidad de Rouen, y fue nombrado en paralelo como reportero para la misión del futuro de la educación superior. Frédéric fue el director administrativo de la Universidad de Rouen y asesor del ministro de Educación Superior. Frédéric Forest tiene un doctorado en ciencia política y en psicología. Es investigador asociado en la Universidad Paris Diderot y es el autor de libros como Freud y la ciencia, publicado en 2010, Lacan, Anatomía d'un passage, publicado en R en 2015, y ha editado un libro sobre las universidades en Francia, funcionamiento y problemas y obstáculos, publicado en Pure. Le damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en México, haber decidido hacer el viaje que es largo. Y bueno, comparto también que estará el jueves en la Universidad de Guadalajara inaugurando la conferencia, la cátedra Roberto Tuirán de la Universidad de Guadalajara, y estará siendo recibido por el equipo de la universidad. Aproximadamente 300 personas estarán asistiendo. Agradecemos a la Universidad de Guadalajara por este apoyo y les cedo la palabra. Muchas gracias. Chers collègues, mesdames et messieurs, je dois dire que c'est aujourd'hui un immense plaisir d'être ici parmi vous en ces lieux magnifiques. Vraiment, c'est pour moi un grand honneur. Et je tiens à remercier ceux qui m'ont invité, en tout premier lieu le docteur Vasquez Cuevas, et aussi bien sûr les professeurs Rose, Rimbaud et Heredia, que j'ai eu le plaisir aussi de côtoyer lors du premier séminaire l'année dernière. Voilà, c'est pour moi vraiment un grand plaisir de faire cette conférence, de vous donner cette conférence, cette première conférence pour ouvrir ce deuxième séminaire. Et je vous propose un partage. Je vous propose de partager l'expérience française et de vous parler de comment la France a fait face à la massification de son enseignement supérieur, et notamment comment est-ce qu'elle a traité des enjeux de démocratisation qui s'en sont suivis, et comment est-ce qu'elle a permis d'améliorer l'accès à l'enseignement supérieur, notamment d'élèves venus de milieux défavorisés, et vous verrez que ça a plus ou moins bien marché. D'abord, un mot sur la massification. Effectivement, la France a fait face à une vraie période de massification, notamment à partir des années 1960. En gros, jusqu'en 1960, on avait en France 30 000 étudiants. Voilà. À partir des années 60, on a assisté à une explosion du nombre d'étudiants, on va dire très, très rapide, en notamment j'ai du mal à les appeler crises démographiques parce que c'est une bonne nouvelle, mais voilà, il a fallu faire face. Donc en trois grandes
augmentations d'effectifs. La première, elle s'est déroulée entre 1960, à partir des années 60 jusqu'au milieu des années 70, et on a accueilli plus de 500 000 étudiants en 10 ans. Pour accueillir ces étudiants, on a créé des universités, comme aujourd'hui je comprends au Mexique. On a par exemple, on a l'honneur d'avoir Jean-Luc Naël, qui a été président de l'université de Rouen. Cette université, elle a été créée en 1966. Donc, on a créé un certain nombre d'universités pour accueillir ces étudiants. On a eu une seconde hausse. Alors, on a eu une hausse continue à partir des années 60, et avec 3 hausses plus importantes. La seconde, très importante, entre 1985 et 1995. À ce moment-là, on a à nouveau accueilli plus de 500 000 étudiants en 10 ans. Donc on a à nouveau créé des universités, mis en place des plans, université 2000, 3000, construit des campus. Et puis, on a une troisième phase qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, on est encore... ça, c'est en train de se terminer. On a accueilli en quasiment 10 ans un peu moins de 500 000, cette fois-ci un peu moins de 500 000 étudiants. Et voilà, on a dû encore... ça a été compliqué pour les universités d'accueillir tous ces étudiants. Et on a finalement fait face à une troisième grande augmentation qui était notamment due au baby-boom des années 2000. Il y a eu beaucoup de naissances autour des années 2000, peut-être un optimisme. Donc beaucoup de naissances. Et aujourd'hui, en 2019, on a chaque année 30% d'étudiants de plus qu'il y a 10 ans dans les universités. Donc c'est énorme. Pour se rendre compte un petit peu, alors, 500 000 étudiants, c'est 11 fois l'université de la Sorbonne. C'est comme si chaque année, il avait fallu construire ou accueillir autant d'étudiants qu'il y a dans 11 universités de la Sorbonne. Donc c'est énorme. Alors, pour être honnête et pour aussi bien comprendre ces défis, il faut avoir à l'esprit que tous ces étudiants n'ont pas été accueillis dans le public. On a aussi assisté, et notamment à partir des années 2000, à une très grande croissance du nombre des étudiants dans les universités et les écoles privées. Et probablement que la hausse la plus importante a été absorbée par le privé, en tout cas depuis les années 2000. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc finalement, on a aujourd'hui la photo on a un quart des étudiants en France qui sont accueillis dans l'enseignement supérieur, dans des formations privées. C'est très important. Donc la massification de l'enseignement supérieur en France, c'est une massification depuis les années 60, avec une spécificité française qui est que la France a fait le choix de conserver et de créer des universités, c'est-à-dire des institutions qui, même si elle a aussi créé des formations professionnelles plus courtes, elle a aussi fait le choix de créer des universités qui diplômaient jusqu'au doctorat. Donc ça, c'est aussi un choix fort. Cette augmentation du nombre d'étudiants, bien sûr, est un défi. C'est un défi et c'est un thème qui va être abordé au cours de tout le séminaire. C'est un défi pour maintenir la qualité de l'enseignement supérieur. À cet égard, il a été créé en France, à partir des années 80, des mécanismes d'assurance qualité, de garantie de la qualité, d'évaluation de la qualité. Et on a eu 3 grands mécanismes. Un premier, au milieu des années 80, on a créé un comité national d'évaluation. Puis on a créé en 2007 une agence, ça s'est transformé en agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui s'est elle-même transformée en 2013 en Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui évalue la qualité des formations et des laboratoires de recherche et des gouvernances des établissements. Alors, bien sûr, cette massification, c'est un défi. C'est un défi pour la démocratisation, c'est un défi c'est un défi en termes d'accès à l'enseignement supérieur. Et à cet égard, je voudrais citer Thomas Piketty dans son ouvrage Le Capital au XXIe siècle, qui nous dit que les inégalités d'accès dans l'enseignement supérieur, pour lui, c'est probablement un des enjeux majeurs du XXIe siècle, auxquels vont être confrontés les pays du monde, enfin l'ensemble des pays du monde.
notamment aussi parce qu'il y a une massification et il y a une explosion des effectifs en Chine, en Inde, voilà, qui posent aussi de sérieuses questions. Alors bien sûr, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette massification a été synonyme de démocratisation? Est-ce qu'elle a profité à tous? Alors, on a un certain nombre de travaux de recherche sur ces questions qui montrent que finalement, jusqu'aux années 90, on a assisté effectivement à une démocratisation de l'enseignement supérieur. Et oui, parce que pour arriver à ces chiffres, de toute façon, il faut que plusieurs classes sociales, en quelque sorte, soient concernées. Et donc, on a eu, entre les années 60 et les années 90, l'accès à l'enseignement supérieur de beaucoup de fils et filles d'ouvriers ou d'employés. Donc, effectivement, il y a eu, à ce moment-là, l'accès à l'enseignement supérieur. Pour autant, et je crois que le professeur Heredia le mentionnait avec le terme de ségrégation, pour autant, il y avait toujours une différence entre plusieurs systèmes au sein du système français. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste rappeler un chiffre pour vous dire un petit peu la rapidité du rattrapage français. En Europe, l'Europe se donne comme objectif en 2020 de diplômer que 40% d'une classe d'âge des 25 et 34 ans est un diplôme de l'enseignement supérieur. C'est un objectif européen, voilà, à horizon 2020. La France aujourd'hui est à 44%. On est un peu au-dessus. On a des objectifs d'aller encore plus loin. 44% des 25-34 ans. Quand on regarde les 25-64 ans, on n'est qu'à 34%. 10 de moins. C'est-à-dire que la France a fait un rattrapage extrêmement rapide en diplômant les jeunes générations. Donc il y a eu cette massification, il y a eu une démocratisation. Pour autant, en France, on assiste encore à des inégalités, notamment dans l'accès à certaines filières. Et c'est pour ça que pour plusieurs chercheurs, à partir des années 90, il y a eu une sorte de cassure. Il y a eu un arrêt dans cette démocratisation. Des chercheurs ont montré que finalement cette démocratisation s'était même légèrement détériorée et que le recrutement dans les institutions les plus prestigieuses en France, finalement, était demeuré, le recrutement en termes social, en termes de catégorie sociale, était resté stable et ne s'était pas amélioré. C'est pour ça que certains ont parlé de résultats ambigus. Et il y a peut-être de quoi tirer la sonnette d'alarme. Juste, je fais une parenthèse pour que nous partagions un peu une caractéristique importante du système français. En France, on a un système très diversifié avec un certain nombre d'institutions d'enseignement supérieur. Et on en a notamment deux. On a l'université publique. L'université publique, c'est 1,5 million d'étudiants. C'est énorme. Qui n'est pas sélective au sens strict. On a changé ses conditions d'accès, on peut en parler. Pour autant, elle a la mission d'accueillir tous les nouveaux bacheliers. Donc on a cette université qui diplôme à Bac plus 2, à Bac plus 3, à Bac plus 5 avec le master et jusqu'au doctorat. Donc tout le monde, voilà, après un baccalauréat, peut aller à l'université. Peut-être pas exactement dans la formation qu'il aura choisie, mais au final, il ou elle pourra aller à l'université. Et puis on a un autre système qui est le système des grandes écoles. Mais au-delà du système des grandes écoles, qui existe dans d'autres pays, on a une spécificité française qui sont ce qu'on appelle les classes préparatoires. Je ne sais pas comment le traducteur va pouvoir faire avec ça, mais on a des classes préparatoires. Ces classes préparatoires, c'est finalement 2 ans après le baccalauréat de préparation intensive pour passer le concours et accéder à ces grandes écoles. Et il y a déjà une sélection pour entrer dans ces classes préparatoires. Classes préparatoires, c'est 80 000 étudiants. 1,6 million dans les universités, 80 000 dans les classes préparatoires. Et bien là, on a des différences majeures en termes de recrutement social. Et j'avais quelques graphiques, là je ne peux pas vous les montrer, mais je vais essayer de l'imager en quelque sorte. On voit, quand on fait le dessin et qu'on
qu'on place les fils et filles d'ouvriers ou d'employés, ou les fils et filles de cadres supérieurs, et qu'on regarde au collège, puis au lycée, puis à l'université, ou dans les classes préparatoires, eh bien on voit qu'il y a une baisse directe, constante, en termes de recrutement social. Dans les classes préparatoires, on a 60% de fils et filles de cadres supérieurs. Voilà, on en a encore 40 à l'université, donc c'est déjà beaucoup. Voilà, et on en a, alors qu'au collège, au début, l'écart était, on avait 20%. C'est considérable. Là, il y a un changement considérable. À cet égard, la situation de la France est singulière. Elle est singulière parce que si on regarde les résultats de PISA, donc là on est sur les élèves de 15 ans, pas tout à fait sur l'enseignement supérieur, mais quand même, parce que ça se joue plus tôt. Quand on regarde PISA, on voit que la France a une situation très particulière parce qu'il y a un déterminisme social très fort. Et notamment, l'OCDE calcule ce qu'il appelle un indice de statut économique, social et culturel pour pouvoir mesurer un peu l'impact du milieu social. Eh bien, en France, quand on fait varier cet indice, quand on rajoute un point, c'est-à-dire quand on élève le milieu social, eh bien, on s'aperçoit, on constate une augmentation de 57 points en termes de performance scolaire dans le test PISA, vous savez, avec normé à 500. Si vous ajoutez de 1 point cet indice, vous gagnez 57 points en termes de performance scolaire. C'est le plus important de tout l'OCDE. Le plus important. Au Mexique, par exemple, cet écart, il est de 19 points. Quand vous faites varier cet indice de statut social au Mexique, vous gagnez 19 points en termes de performance. En France, c'est 57 points. Donc on est, à cet égard, très inégalitaire. Et par ailleurs, une autre façon de dire la même chose, c'est de regarder la performance sur PISA, par exemple en sciences, des élèves qui viennent des milieux les plus défavorisés. Leur performance moyenne, c'est 441. Si vous regardez de l'autre côté, la performance en sciences des élèves les plus favorisés, c'est 558. Vous avez un écart entre les deux, moins favorisés et plus favorisés, qui est de 118. Cet écart, c'est le plus grand de tout l'OCDE. La moyenne, c'est 88. Le plus petit, c'est l'Islande avec 52. Et en gros, beaucoup de pays nordiques en Europe ont des écarts assez faibles. C'est intéressant à regarder parce que ce que montre aussi PISA, c'est que les pays avec les écarts les plus faibles sont aussi les pays qui ont les performances les plus élevées. Voilà. Donc c'est bon, a priori, on pourrait imaginer que réduire les inégalités, c'est bon pour la performance d'un pays. Pas même uniquement pour les élèves à qui on s'adresse. Une autre observation de l'OCDE, c'est qu'en France, les élèves sont particulièrement anxieux. Voilà, c'est quelque chose qui est noté. Alors, donc, du coup, vous l'avez vu, il y a un déterminisme social très fort en France, à tel point que le sociologue Pierre Bourdieu, déjà en 1985, avait même parlé de déception collective vis-à-vis de l'école. Et le Conseil national de l'école, en 2016, a pointé ce qu'ils appelaient une sorte de longue chaîne de reproduction de processus inégalitaires qui démarrent très tôt. Ils ont également parlé de systèmes polarisés, et notre service statistique s'intéresse beaucoup à ces questions, a parlé je reprends encore une fois le terme du professeur Heredia, de distillation ségrégative continue. Donc, alors, bien sûr, donc une fois qu'on a fait ce constat, on se dit, voilà, comment est-ce qu'on peut faire face à ces questions-là? Beaucoup de pays se sont posé la question. On a notamment un rapport qui était important, je pense, en Angleterre, de Christopher Ball, qui s'appelait « More means different ». Parce qu'effectivement, on disait souvent « more means worse ». Effectivement, plus, ça va être moins bien.
Eh bien, en fait, on a montré, et on pousse l'idée que non, plus, c'est mieux et c'est surtout différent. On a intérêt à effectivement avoir une variété de profils dans l'enseignement supérieur. Alors en France, ce more means different, il est compliqué. Il est compliqué pourquoi ? Parce qu'en fait, en France, on a une tradition, ce qu'on appelle méritocratique. Le professeur Rimbaud en a parlé un petit peu, c'est la méritocratie républicaine. C'est-à-dire que ce sont les efforts qui vont être récompensés. Donc on dit, finalement, quand on passe un concours, ce sont les efforts qui sont récompensés. La question, bien sûr, c'est celle d'Aristote. C'est, est-ce qu'on peut traiter de manière égale des choses inégales ? Est-ce que c'est juste ? Donc effectivement, c'est juste si on part de la même ligne de départ. Ça l'est moins si on ne part pas de la même ligne de départ. Alors, des pays ont répondu à cette question en proposant une sorte de discrimination positive. On a ça notamment aux États-Unis. Ça n'a pas été la solution française pour le moment, on y reviendra. En France, on a trouvé une voie particulière qui était compatible avec cette méritocratie, qui était de dire on va travailler pour ce qu'on a appelé l'égalité des chances, opportunité égale. Ça veut dire qu'on a considéré que le milieu social défavorisé était une sorte de handicap social qu'il fallait compenser. Du coup, l'idée est d'adapter les élèves aux institutions, sans changer les institutions. Ça, c'est important, parce qu'on aurait pu dire aussi, on va changer les institutions pour s'adapter à ce public. Non. Là, on a dit, on va travailler sur ce public pour l'adapter, pour qu'il puisse accéder aux institutions, y compris les plus prestigieuses et les plus difficiles. Ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre tout un tas d'actions pour lutter contre le déterminisme social, les questions d'orientation, de canalisation que connaissent bien les sociologues. Et c'est comme ça qu'ont été engagés beaucoup de programmes d'éducation prioritaire. Alors comme je vous l'ai dit, ce sont des enjeux auxquels ont été confrontés plein d'autres pays. Cette massification, elle a été partagée. Dès 1996, aux États-Unis, on a tous les programmes de outreach, avec notamment les Upward Bound, qui ont exactement ces objectifs-là. C'est faire en sorte que les élèves venant de milieux sociaux défavorisés accèdent à l'enseignement supérieur, y compris le plus prestigieux. On a plus récemment, dans le Royaume-Uni, un programme qui s'appelait M Higher, qui était assez important. Pareil, un programme d'outreach pour entraîner les élèves afin qu'ils puissent accéder à l'enseignement supérieur. En France, on a lancé un programme en 2008, c'est celui-là sur lequel je voudrais m'attarder un petit peu, qui s'appelait les cordées de la réussite. Je ne sais pas si on peut traduire exactement ça, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Juste avant de vous expliquer, je voudrais dire que, faire une parenthèse en vous disant que c'est un bon choix. Miser là-dessus, c'est un bon choix parce que les études, y compris les études économiques, très récemment, je pourrais vous donner les références, c'est Pacharopoulos et Patrinos qui ont fait une étude sur les rendements de l'éducation. Et en fait, ils ont regardé notamment en comparant le rendement des obligations américaines et le rendement de ce que rapporte le fait de faire une année d'enseignement supérieur supplémentaire. Eh bien, ce rendement-là, qui est de 10%, quand vous faites une année d'enseignement supérieur supplémentaire, ça vous rapporte 10%. À titre privé, puis il y a plein d'autres externalités. Eh bien, c'est un fantastique investissement. C'est extrêmement bon, même en termes de rentabilité. Donc on a tous intérêt à miser là-dessus. Donc en France, pour répondre à cette question, mais en quelque sorte notre programme d'outreach, qu'est-ce que c'était ? C'était donc les cordées de la réussite. Et finalement, c'est une des façons de répondre à cette question. Et on a également un chercheur qui s'appelle Jules Donzelot, qui a fait sa thèse sur cette question, sur les façons qui ont été mises en œuvre en Angleterre, en France, de favoriser l'accès à l'enseignement supérieur des milieux défavorisés. Et il a montré qu'en France, finalement, il y avait eu 3 voies. La première,
il y avait 3 voies et que finalement il y a 3 modèles, il y a 3 façons de faire ou 3 façons de penser le problème. La première façon, c'est ce qu'il a appelé le modèle discriminatoire. C'est proche de la discrimination positive, mais c'est pas exactement ça. Le modèle discriminatoire, c'est ce qu'a fait Sciences Po Paris, avec ses conventions d'éducation prioritaire dès les années 2000. Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dit, nous, ce qu'on va faire, c'est que dans notre concours, sur le nombre de places, on va en réserver une partie pour des élèves qui viennent de certains lycées qui sont dans des zones défavorisées. Donc on va réserver des places. C'est pas simplement on va entraîner et puis on va améliorer leurs chances d'avoir le concours. Non, non, on va réserver des places. Ça, c'est particulier. C'est-à-dire que c'est un peu discriminatoire. Il a appelé ça le modèle discriminatoire. C'est une façon de faire. La seconde façon qui a été testée en France, c'est ce qu'il a appelé le modèle compensatoire. C'est ce qu'a fait Henri IV, qui est un des lycées avec les classes préparatoires les plus prestigieuses en France. Ce qu'a fait Henri IV, c'est qu'ils ont créé une classe spécifique qui s'appelait les classes de préparation à l'enseignement supérieur, où là, c'est intensif. Prenez des élèves effectivement de milieux défavorisés, moins favorisés, et puis des séminaires d'acculturation, des visites, des cours en plus, etc. Vous les bombardez en quelque sorte, et donc vous leur donnez, vous allez essayer de rétablir les choses, essayer de compenser. Le troisième modèle possible, c'est ce qu'il a appelé le modèle préparatoire. C'est celui-là qu'on a adopté. La France a adopté le modèle préparatoire, qui a été notamment initié par une grande école de commerce, qui s'appelle l'ESSEC, en 2002, par un programme qu'elle a intitulé « Une grande école, pourquoi pas moi ?» Donc à destination des élèves de milieux moins favorisés. Et l'idée, là, c'était de préparer. C'est-à-dire, on va agir dès le lycée et on va apporter des choses, je veux dire, on va mettre en œuvre des actions pour, finalement, il y a une sorte d'égalité des chances, pour remédier, pour mieux les préparer au concours ou aux conditions d'accès. Ce qu'a fait l'ESSEC en 2002, ça s'est étendu. Donc ça s'est étendu à d'autres écoles. Donc la conférence des grandes écoles a signé en 2005 une charte. Donc il y a plusieurs écoles qui se sont lancées, notamment beaucoup d'écoles d'ingénieurs. En 2008, ça a été généralisé par la ministre Vallaud-Belkacem, qui était un gouvernement de gauche, qui promouvait aussi l'égalité des chances. En 2010, ça a été étendu aux universités. Ce qui dit aussi des choses sur notre système. Parce que ça veut dire qu'on considérait que les universités n'étaient pas forcément synonymes d'excellence, ce qui est faux. Et puis, cette initiative a été généralisée en 2012. Alors, cette initiative, c'est quoi les cordées de la réussite? Les cordées de la réussite, c'est un programme public où le gouvernement met 5 millions d'euros pour financer un certain nombre d'actions, 5 millions par an, qui en 2019 a fini par concerner 80 000 élèves. On en a 12 millions qui concernent 80 000 élèves, qui pourraient être relancés bientôt parce que le ministre a fait une annonce au début du mois de septembre pour dire qu'il voulait atteindre 180 000 élèves concernés. Alors cette initiative, elle a connu une croissance. À partir de 2008, on avait en gros une centaine de cordées de la réussite. On en a aujourd'hui 400. Donc on a eu une augmentation, et ça s'est arrêté en 2012, au moment de l'alternance, globalement au moment de l'alternance politique, ça s'est freiné. Alors les cordées de la réussite, c'est quoi? C'est une institution d'enseignement supérieur. Ça peut être une classe préparatoire, qui prépare aux grandes écoles. Ça peut être une grande école directement. Ça peut être de l'enseignement supérieur court. Ça peut être une université, ça peut être une école de commerce, ça peut être un institut d'études politiques qui ont beaucoup œuvré pour ces cordées, et qui va proposer des actions de préparation dans certains lycées. Soit pour que les élèves de ces lycées le rejoignent, passent des concours, soit tout simplement pour qu'ils passent des concours, pas forcément dans cette institution. Donc, ces actions de préparation, elles ont pris des formes assez diverses. Souvent, et le cœur de ces actions, c'était du tutorat. Du tutorat ou du mentorat. Et c'est du tutorat individuel ou en groupe,
5, 6 élèves qui étaient réunis, parfois une fois par semaine, parfois 2 fois par semaine, parfois chaque mois, avec un tuteur, parfois un enseignant, souvent un étudiant. C'est un étudiant de l'enseignement supérieur qui vient dans un lycée pour venir tutorer des élèves du lycée. Il y a eu de nombreux partenariats, notamment avec des associations d'étudiants. Et un élément assez intéressant, c'est que parfois, je ne sais pas si on peut dire souvent, mais parfois ça a été reconnu dans le parcours de formation des étudiants qui ont gagné des crédits au sein de leur formation. Finalement, ça a été reconnu et ils ont eu des crédits au sein des crédits d'enseignement au sein de leur formation. Il y a eu notamment aussi, ça consistait en beaucoup de visites d'entreprises, d'institutions culturelles, de musées, pour acculturer, finalement, donner le capital culturel qui manquait à ces élèves, aussi des visites d'entreprises, des séminaires d'orientation, des explications de comment fonctionne l'enseignement supérieur et autres. Alors au final, est-ce que ça a marché? Les résultats, il y a indéniablement un résultat positif vis-à-vis de ces 80 000 élèves, c'est que globalement, ils ont accédé à l'enseignement supérieur. Pas forcément là où on pensait, pas forcément dans les institutions les plus prestigieuses, mais ils ont accédé 60% à l'université, 13% dans les classes préparatoires et 26% dans d'autres institutions d'enseignement supérieur. Et il n'y a qu'1% de ces élèves préparés qui sont sortis du système. Bon, c'est plutôt une bonne chose. On doit modérer cette apparente réussite par le fait que entre 2010 et 2020, il n'y a pas eu de changement dans la composition sociale des institutions d'enseignement supérieur. Les chiffres, aujourd'hui, sont les mêmes qu'il y a 10 ans. Exactement. Donc, on a peut-être que ponctuellement, effectivement, on a traité la question. Ça n'a pas eu d'effet sur le système. Par ailleurs, on manque d'évaluation. Ça, je crois que c'était extrêmement problématique dans ce programme. C'est qu'on ne s'est pas donné les moyens de pouvoir avoir une évaluation, notamment quantitative, de pouvoir faire des comparaisons précises entre groupes, des comparaisons statistiques. Et puis, probablement, ce qui a manqué, ce qui a été problématique, c'est l'échelle du programme. 5 millions d'euros par an, c'est peu. Au Royaume-Uni, le programme M-Higher, c'est 80 millions d'euros. Oui, c'est pas exactement la même chose. Oui, il y a eu d'autres, en France, d'autres initiatives aussi. Il n'y a pas eu que les cordées, les internats d'excellence, les parcours d'excellence. Plein d'autres choses qui ont été plutôt ponctuelles. Ces cordées, elles ont été aussi analysées et elles ont été évaluées par ce qu'on appelle chez nous la Cour des comptes, qui est un organisme public indépendant qui évalue l'efficacité des politiques publiques. Et notamment l'efficacité de la dépense publique. Est-ce que l'argent est bien dépensé? Et finalement aussi a plutôt fait le constat du fait que ça marchait pas bien. Et que finalement il fallait arrêter, il fallait passer d'une logique d'offre à une logique de demande. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi ce que l'inspection générale à laquelle j'appartiens a dit en 2019, puisque j'ai participé à un programme d'évaluation récemment, c'est que finalement il faut arriver à plus personnaliser l'action. Je pense qu'on va en reparler pour le professeur Rimbaud qui va nous présenter des choses sur la question. Là on a, finalement, quand on emmène des élèves en car pour aller au musée, c'est très bien, c'est bien sûr un plus, mais on ne va pas changer la composition sociale de l'enseignement supérieur. Au-delà de ces deux institutions, il se trouve qu'est sorti, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, le travail de deux chercheurs, une de Sciences Po et une de la Banque mondiale, qui a regardé 75 études internationales d'évaluation de ces politiques d'outreach, c'est-à-dire d'accès à l'enseignement supérieur. Et globalement, ces conclusions, c'est quoi? C'est que quand ces politiques d'accès à l'enseignement supérieur, c'est de la préparation au sens de l'information. Je dis comment le système marche. J'explique. Il existe ceci, cela, etc. Ça n'a pas d'effet. C'est certainement intéressant, mais ça n'a pas d'effet statistique au final. Quand ces programmes, c'est de l'information, mais aussi du tutorat, ça marche un peu mieux, notamment quand c'est individuel. Et puis, ça finit par avoir un effet, y compris statistique. Quand je parle d'effet, c'est mesurable avec des groupes témoins. Un effet statistique quand on a de la préparation, de l'information, du tutorat et une aide financière.
Par ailleurs, ils ont aussi regardé, mais là il y a très peu d'études, est-ce qu'au final, une fois qu'ils ont accès, est-ce qu'ils réussissent? C'était aussi la réflexion du professeur Rimbaud, effectivement, qui nous disait au-delà de l'objectif d'accès, c'est la logique de la réussite. Les études, qui sont très, très, très peu nombreuses, montrent que ça ne change pas grand-chose. C'est pas forcément très, très enthousiasmant, mais voilà, je pense qu'il est utile de connaître, ces études. Pour conclure, je voudrais revenir sur quelques points qui me paraissent importants. Et notamment, important, on regarde mon expérience personnelle. L'année dernière, quand j'ai participé à un programme d'évaluation de ces cordées de la réussite, c'est que je crois qu'on a vraiment besoin, quand on lance ce type de programme, d'avoir aussi des programmes d'évaluation. Mais qu'on se donne les moyens d'avoir des évaluations, y compris quantitatives. C'est difficile de se satisfaire de satisfecit déclaratif. La question, si on veut changer le système, il faut pouvoir regarder, y compris scientifiquement, il faut des cohortes, il faut des groupes. Voilà. Ça veut dire qu'il faut se donner les moyens. C'est-à-dire que là, par exemple, sur les cordées, il aurait fallu identifier dans notre système statistique national, où chaque étudiant a un numéro, a un identifiant, il aurait fallu identifier le fait qu'il faisait partie d'une cordée. Et on aurait pu regarder. Ça, on n'a pas pu le faire. Par ailleurs, ce que nous disent aussi les études, c'est qu'il faut commencer, plus on commence tôt, mieux c'est. Je crois que c'est pour ça que d'ailleurs la France a dédoublé les classes de CP dans les zones les moins favorisées, les plus défavorisées socialement. Effectivement, il faut commencer fort et tôt. Pour autant, rien n'est joué, y compris jusqu'à très tard, les destins sont malléables. Et à ce titre, c'est aussi une conviction personnelle, et c'est ce que nous dit Pierre Bourdieu, c'est que en 1985, il a remis un rapport aussi au ministre, et Bourdieu disait, si on veut combattre ce qu'il appelait sociologiquement les effets de condamnation sociale, ou les effets de consécration sociale, il faut multiplier les passerelles. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir changer. Il faut pas que ce soit canalisé. Par exemple, aux États-Unis, on peut faire un community college et aller après dans une université. C'est pas fini. Voilà. En France, c'est plus compliqué. En France, ça se joue plus tôt. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à créer ces passerelles. C'est ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'il y a des choses qui vont dans ce sens-là, notamment avec la réforme de la licence qui a été mise en œuvre cette année dans les universités, qui vise à avoir des parcours plus flexibles et plus personnalisés. Pour finir, pour conclure dans ma conclusion, je voudrais revenir sur le premier modèle, le modèle discriminatoire, le modèle de la discrimination positive. En ce moment en France, on l'a évoqué, eh bien, on revient un peu dessus. On revient dessus à plusieurs titres. Le premier, c'est que, on l'a évoqué, on a eu une réforme de l'accès à l'enseignement supérieur avec Parcoursup, on pourrait revenir. Dans cette réforme, on a introduit des quotas de boursiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque formation, toutes les formations, les classes préparatoires, les universités, ont des quotas de boursiers. Donc c'est-à-dire qu'il y a des minimums. Et donc ça veut dire qu'il y a certains élèves, quand ils accèdent à l'enseignement supérieur, ils vont griller des places. Effectivement, parce qu'il y a un quota de boursiers maintenant dans les formations d'enseignement supérieur. Donc on voit qu'on est dans une logique qui est plutôt une logique aussi de discrimination, un petit peu de discrimination positive. On a aussi un débat brûlant, ou en tout cas récent, puisqu'il y a un think tank de gauche qui a remis un rapport en début septembre pour demander une discrimination positive dans les grandes écoles, directement, en fonction du milieu social. Et puis on a aussi la conférence des grandes écoles qui a remis ses propositions pour améliorer, pour démocratiser l'accès. On voit qu'il se passe des choses. Sciences Po a également modifié son programme. Puisque je vous ai parlé des conventions d'éducation prioritaire qui réservaient dans ces concours certaines places, mais en fait, ils réservaient ces places à des lycées de milieux défavorisés. Ça ne voulait pas dire que les élèves eux-mêmes étaient défavorisés. On avait les plus favorisés des lycées défavorisés. Et donc, ils viennent de rajouter une
une autre condition, c'est que ces élèves soient aussi boursiers. Là, ça change tout. Et c'est compliqué. Voilà, je tiens à vous remercier. Muchas gracias por su atención. Et je reste à votre disposition, notamment vous pouvez m'écrire. J'ai eu la chance de diriger un ouvrage qui expliquait le fonctionnement des universités en France en 2012. Si vous m'écrivez, je peux vous en envoyer une copie électronique. Voilà. Merci beaucoup. Preguntar si alguien en la sala tiene alguna pregunta o comentario que quisiera hacer al doctor Forest. Si pueden levantar su mano. Órale, Ricardo, pero con rapidez. Pásalos hasta allá atrás. ¿Se puede acercar un poquito? Al señor. Merci beaucoup. Je vais parler español. Mi pregunta es sobre las personas que acceden a la universidad, casi siempre como platicabas, tienen que pasar todas las pruebas para llegar y después acceder a los estudios universitarios. A mí me gustaría preguntarte, además de poder seguir evaluando y desarrollando mejor la educación para que tenga más calidad, ¿qué se puede hacer para que también las personas que tienen deseos de ingresar a la universidad en edades posteriores, como por ejemplo a los 30, 40 o 50 o 60 años, tengan esas mismas posibilidades de acceso a estudios universitarios? Ahora veo que hay muchísimas plataformas que dan estas oportunidades para que todas las personas también, no importando la edad, puedan acceder a esos estudios universitarios. Lamentablemente, a veces algunas universidades privadas no dan esta posibilidad de acceso a cualquier edad a las personas, y eso me parece que podría ser una gran área de oportunidad para que todas las personas realmente tuvieran acceso a la universidad y a estudios de gran calidad, independientemente de su edad. Me gustaría recibir tu opinión, si eso es posible o si es solamente una idea que no se puede llevar a cabo. Muchas gracias por tu plática, muy interesante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? J'espère que c'est possible, en tout cas c'est éminemment souhaitable. C'est une question effectivement qui nous occupe en France, parce qu'on a un système en France où il faut être diplômé jeune et vite. Par exemple, si on prend, c'est un cas qui est souvent pris, mais si on prend la Suède, en Suède, 50% des étudiants ont plus de 27 ans. En France, c'est 4%. Donc, il faut... on a un sociologue en France qui nous a dit, en France, vous avez le modèle du train rapide, le TGV. Donc, en gros, en France, il faut faire ses études, il faut savoir très tôt ce qu'on veut faire, et il faut le faire très vite, il faut le terminer très tôt. Ça, c'est la clé du succès. C'est bien sûr problématique. Et c'est problématique pour ceux qui ne sont pas matures à cet âge-là, c'est problématique pour tous ceux qu'on veut rattraper. Donc on a identifié cette question. Elle est compliquée, il y a plusieurs éléments de réponse. En tout cas, elle est sur la table en France. On y a répondu avec plusieurs choses. Avec la réforme de la licence, on change la vision qu'on a de la réussite, et notamment de son rythme. Auparavant, on voyait la réussite comme avoir sa licence en 3 ans. Ça, c'est terminé. Maintenant, on peut l'avoir en 4, on peut l'avoir en 5 ans, voire on peut arrêter, s'en aller, revenir, voire on peut s'en aller après le bac,
revenir. Et aujourd'hui, on ouvre notamment des plateformes. La question, c'est que il faut qu'on ait une offre qui soit lisible pour que ces plateformes elles soient compréhensibles vis-à-vis des personnes qui travaillent. Voilà. Et il faut aussi qu'on ait un mécanisme de reconnaissance et de financement de ces formations pour des personnes qui travaillent ou des personnes qui voudraient revenir en formation. Et bien sûr que c'est un levier fantastique pour augmenter la diplomation et les qualifications dans un pays. Donc c'est bien sûr une voie tout à fait souhaitable et c'est ce vers quoi la France veut aller, mais on vient d'assez loin sur ces questions. Et j'en profite aussi pour vous remercier puisqu'on a eu l'occasion d'échanger. Je vous remercie pour votre courage. Merci beaucoup Frédéric et c'était très très bon. Votre conférence très informative y beaucoup de choses pour la reflexión. Quiero hacerle ahora, sin embargo, dos preguntas concretas. Primero, no me quedó claro en qué consiste exactamente este cordón al éxito, esta cuerda al éxito. Para empezar, por ejemplo, no me queda claro si son las instituciones de educación superior las que tienen que llevar a cabo estas acciones y ellas son las que escogen a los liceos, a los bachilleratos con los que van a trabajar o, digamos, básicamente son iniciativas de las propias universidades. Ese es por un lado. Y por otro lado, la siguiente pregunta, no sé si entendí bien que actualmente se está regresando al debate sobre la discriminación positiva. Quiero primero saber si entendí bien que ahora ha recobrado centralidad ese debate sobre la discriminación positiva y si ello pudiera indicar que después de muchos años de debates, este sigue siendo posiblemente el método más efectivo. Alors sur le premier point, effectivement, je suis passé assez vite finalement sur le fonctionnement de ces cordées de la réussite, sur lesquelles on pourra revenir probablement au cours du séminaire. Il s'agissait d'initiatives. D'ailleurs, la première, c'était l'initiative d'une grande école, qu'il a faite seule. Donc, même après, c'était volontaire, c'était des initiatives volontaires des écoles ou des universités, mais qui ont donné lieu à une labellisation nationale. Et notamment, cette labellisation nationale, elle apportait des moyens. Donc voilà, le gouvernement a incité les établissements d'enseignement supérieur à s'inscrire dans ce mouvement de cordée de la réussite. Mais si vous ne vouliez pas le faire, vous ne le faisiez pas. Voilà, il n'y avait pas d'obligation. Effectivement, c'est une question d'incitation. Et on a plutôt favorisé, on a apporté de l'argent pour qu'effectivement ça marche mieux. On a essayé d'avoir une sorte de pilotage au niveau des régions. Voilà. Mais par ailleurs, c'était les institutions d'enseignement supérieur qui pilotaient ces cordées. Une grande école qui pilotait une cordée, c'est elle qui voyait avec quel lycée est-ce qu'elle allait collaborer. C'est elle qui les choisissait. Voilà. Et c'est probablement aussi une limite. Enfin, c'est bien parce que c'est l'initiative des acteurs. C'est probablement aussi une limite. Sur la deuxième question, sur la discrimination positive, je ne voudrais pas me faire mal comprendre. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit l'optique du gouvernement. Voilà. Aujourd'hui, on est sur des politiques d'égalité des chances. On reste plutôt sur les questions de préparation. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut constater que ponctuellement, on a des mesures qui sont quand même un peu de cet ordre. Quand on met des quotas de boursiers, on n'est pas que dans une politique de préparation. Est-ce qu'on est dans de la discrimination positive? Je ne sais pas, on en parlera. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Peut-être que c'est quand même une forme atténuée. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire que le gouvernement ou la France se lance dans une politique de discrimination positive. Non. Et ça n'est pas un terme aujourd'hui qui est assumé ou qui correspond aux politiques qui sont mises en œuvre. Pour autant, il se trouve que le débat a lieu. Ce n'est pas forcément aujourd'hui l'optique du gouvernement, mais on a des rapports d'institutions indépendantes qui disent finalement, ce serait peut-être bien de faire un petit peu de discrimination positive. Donc la question est en train de se poser. Aujourd'hui, le seul élément, mais il est quand même important, ce sont les quotas de boursiers. Mais on n'a pas, par exemple,
dira pas on va vous réserver parce que vous venez. Enfin, ça ressemble. Je ne suis pas forcément très clair. On y reviendra. Perhaps we're losing something in the translation. You speak English, right? So, I did not understand that this was about the government. I'm just speaking generally among researchers and higher education institutions. And there's several ways in which you can try to provide quality higher education to disadvantaged youth. There are many ways, and many things have been attempted. Historically, one of the most successful was in the United States with positive discrimination for women and Jews. I mean, that was historically the first and most way that elite research universities opened up and democratized their socio-demographics. So I'm just wondering, is it the case that in France today there's some researchers, some people in higher education that are thinking that perhaps positive discrimination is one of the most effective ways of actually democratizing access to quality higher education? Some independent institutions like think tank think that is the case, that we should have a positive discrimination in France, but that's not the case, and that's not the orientation of the actual government. But we have one measure, which is a quota of scholarships in each higher education training, which is quite similar to a kind of positive discrimination. Quotas for scholarships. It's a French way. Ok. Bueno, una última, porque tenemos que movernos de sala. Sí, adelante. Ya se trata de comer o puedo preguntar algo. Vous parlez de bourses. Je pense qu'il est indispensable de distinguer les bourses au mérite, justement, et les bourses qui ne seraient pas au mérite, mais qui seraient justement calculées au prorata, par exemple, des revenus. Et ça changerait complètement la donne. C'est peut-être dans ce sens-là que vous en parliez, quand vous évoquiez la question de la discrimination positive. Mais en tout état de cause, est-ce que vous pouvez apporter des précisions chiffrées sur la question? Alors quand je parle de bourse à critères sociaux. Aujourd'hui en France, quand vous donnez une bourse à un étudiant d'enseignement supérieur, c'est sur critère social. C'est-à-dire c'est en fonction du revenu des parents. Donc à chaque fois que j'ai employé le terme de bourse, c'était pour dire bourse à caractère social. Aujourd'hui on a 36% des étudiants dans l'enseignement supérieur qui ont une bourse à caractère social. Ça fait près de 650 000 étudiants qui ont une bourse, mais avec des niveaux très très variés. Vous avez des étudiants qui ont une bourse, vous avez 1 000 euros par an. Bon, vous avez une bourse à 7 000 euros par an. C'est pas du tout la même chose. Enfin, voilà, donc il y a plusieurs crans. Il y a même un niveau de bourse où vous êtes juste exempté des droits d'inscription. Sachant qu'ils sont faibles en France, puisqu'en France, pour s'inscrire dans une licence, c'est 170 euros par an. Donc c'est quasi gratuit. Voilà. Donc quand je parlais de bourse, c'était bien de bourse à critère social. Pour autant, il existe des bourses au mérite, qui sont peu nombreuses, extrêmement faibles, et qui consistaient à donner aux élèves qui remplissaient les critères des bourses à caractère social et qui avaient une mention très bien au baccalauréat, à leur donner une bourse supplémentaire au cours de pendant leur licence, peut-être aussi leur master, peut-être aussi. Donc ça, là on avait ce qu'on appelait des bourses au mérite, mais qui concernaient finalement peu de monde et sur lesquelles à un moment donné, on est revenu en fonction des orientations politiques. Quand on avait effectivement plutôt des gouvernements de droite,
on avait une augmentation de ces bourses. Et les gouvernements de gauche, avant 2017, ont plutôt eu tendance à diminuer ces bourses au mérite pour augmenter les bourses simplement à caractère social. Mais les bourses au mérite concernaient peu de monde, étaient assez marginales. Une reconnaissance. Mais en montant et en nombre, clairement en France, nous avons des bourses à caractère social, en fonction des critères du revenu d'épargne. Je vous remercie. Et bon séminaire, bonne journée.